Sors d'ici, vieille, tu ne fais pas partie de cette famille. C'est ce que ma belle-fille Emma a hurlé devant tout le monde, le jour de la remise de diplôme de mon petit-fils Valentin. Tous ont ri. Mon propre fils, Mathis, a détourné les yeux. Je me suis levée, j'ai dit calmement « Très bien ». Et je suis partie. Le lendemain matin, à 8 heures précises, le téléphone d'Emma a sonné. Quand elle a vu le numéro qui s'affichait, elle s'est évanouie sur le carrelage de sa cuisine. Je m'appelle Ophélie Collin, j'ai 61 ans. Et je vais vous raconter comment une photo de famille peut mentir pendant 20 ans. Tout a commencé bien avant cette humiliation publique. Bien avant que les mots de ma belle-fille ne résonnent comme des gifles dans le gymnase du lycée Louis-le-Grand. Pour comprendre ce jour de juin 2024, il faut revenir en arrière. Très loin en arrière. J'avais 41 ans quand Mathis m'a présenté Emma. C'était en 2005, un dimanche après-midi dans mon appartement du 16e arrondissement. Le soleil entrait par les grandes fenêtres et éclairait le parquet ciré. Je me souviens du bruit de leurs pas dans l'escalier. J'avais préparé un gâteau aux pommes. Mon fils avait 23 ans. Il rayonnait. Emma en avait 22. Elle était jolie, élégante, avec ce sourire calculé que je n'ai su déchiffrer que des années plus tard. Elle a regardé autour d'elle, les moulures, les tableaux, le grand canapé en velours gris, et j'ai vu quelque chose briller dans ses yeux. Ce n'était pas de l'admiration, c'était de la convoitise. « Quelle belle maison, Madame Collin !» a-t-elle dit en posant sa main sur le dossier d'une chaise Louis XV qui avait appartenu à ma grand-mère. « Merci, Emma. Fais comme chez toi. » Si j'avais su qu'elle prendrait cette phrase au pied de la lettre. Mathis m'avait expliqué leur projet. Se marier, fonder une famille. Il travaillait comme ingénieur dans une start-up prometteuse. Emma venait de terminer ses études en communication. Il cherchait un appartement, mais Paris était cher. Trop cher pour deux jeunes qui débutaient. « Maman, est-ce qu'on pourrait habiter chez toi quelques mois, le temps de mettre de l'argent de côté ?» J'avais souri. J'avais dit oui, parce que c'était mon fils, parce que j'avais de la place. Parce que je pensais que l'amour d'une mère était inconditionnel. Quelques mois, avait-il dit. Quelques mois se sont transformés en 20 ans. Ils se sont mariés en septembre 2005, une petite cérémonie à la mairie du 6e, suivie d'un déjeuner dans un restaurant discret près du jardin du Luxembourg. Emma portait une robe blanche toute simple. Elle m'a embrassée sur les deux joues et m'a appelée maman pour la première fois. J'ai senti mes yeux se mouiller. Sur la photo de ce jour-là, celle que j'ai gardée dans un cadre argenté sur la commode de ma chambre, on nous voit tous les quatre. Moi, Mathis, Emma et mon ex-mari Pierre, qui était venu pour l'occasion malgré notre divorce 10 ans plus tôt. Nous sourions. Nous avons l'air d'une vraie famille. Cette photo, elle m'a accompagnée pendant toutes ces années. Je la regardais chaque matin en me réveillant, chaque soir avant de me coucher. Elle était la preuve que j'avais réussi quelque chose. Élever un bon garçon, avoir une belle fille, maintenir l'harmonie. Mais une photo ne parle pas. Une photo ne dit pas ce qui se passe derrière les sourires. Les premiers mois ont été acceptables. Emma et Mathis occupèrent la grande chambre du fond, celle qui donnait sur la cour intérieure. Ils payaient une petite participation pour les courses. Emma cuisinait parfois. Nous dînions ensemble. Elle me posait des questions sur mon travail. J'étais alors directrice administrative dans un cabinet d'architectes et semblait s'intéresser à ma vie. Puis Valentin est né, en mars 2007. Un beau bébé aux yeux clairs, aux joues rondes. Je suis devenue grand-mère à 43 ans. J'étais folle de joie. Je me levais la nuit pour le bercer quand Emma était fatiguée. Je changeais ses couches. Je chantonnais de vieilles berceuses que ma propre mère m'avait apprises. Emma me laissait faire. Elle me souriait. Elle me disait « Merci, maman. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Je pensais que nous étions une famille, une vraie. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Rien de brutal. Juste un glissement, une distance qui s'installe, des portes qui se ferment un peu plus vite, des conversations qui s'arrêtent quand j'entre dans une pièce. Emma a commencé à redécorer. Pour que Valentin se sente chez lui, disait-elle. Elle a changé les rideaux du salon, puis les coussins, puis elle a voulu repeindre la cuisine. J'ai dit oui, toujours oui, parce que je ne voulais pas de conflit, parce que je pensais que c'était normal qu'une jeune mère veuille marquer son territoire. Mathis ne disait rien. Il travaillait beaucoup. Il rentrait tard. Il embrassait son fils, dînait en silence et disparaissait dans sa chambre. Les années ont passé. Valentin a grandi. Il m'appelait Mamie Ophélie.
Il venait se blottir contre moi le soir pour écouter des histoires. Il aimait que je lui lise des contes. Il riait quand je faisais des voix différentes pour chaque personnage. Emma me regardait faire avec un sourire étrange, comme si elle attendait quelque chose, comme si elle observait. En 2012, j'ai pris ma retraite anticipée. J'avais 50 ans. J'avais économisé, investi. J'avais acheté cette maison, oui, cette maison du 16e où nous vivions tous, des années auparavant, avec mon héritage et mes économies. Elle était à mon nom, entièrement à mon nom. Les papiers étaient dans un coffre à la banque. Mathis le savait, Pierre le savait. Mais Emma ne posait jamais de questions sur ces détails-là. Elle vivait ici comme si c'était sa maison. Elle recevait ses amis pour le thé. Elle parlait de notre salon, notre cuisine, notre terrasse. Elle avait même fait installer une nouvelle cuisine équipée en 2014 et quand j'avais demandé qui allait payer, elle avait ri. « Mais maman, c'est pour nous tous, non ?» Mathis avait sorti sa carte bancaire. J'avais laissé faire, parce que je ne voulais pas être cette belle-mère, celle qui compte, celle qui réclame, celle qui rappelle que c'est sa maison. Valentin est entré au collège, puis au lycée. Il étudiait bien. Il était poli, doux, un peu timide. Il me ressemblait. Emma s'en agaçait parfois. « Il est trop sensible », disait-elle. « Il faut qu'il s'endurcisse. » Moi, je trouvais qu'il était parfait. Mais avec le temps, j'ai remarqué qu'Emma le tenait à distance de moi. Quand je proposais de l'emmener au cinéma, elle trouvait une excuse. Quand je voulais l'aider pour ses devoirs, elle disait qu'il avait besoin d'autonomie. Peu à peu, Valentin a cessé de venir me voir. Il restait dans sa chambre. Il ne me parlait presque plus. Je me suis dit que c'était l'adolescence, que c'était normal. Mais au fond de moi, je savais. Je savais qu'Emma lui parlait, qu'elle lui disait des choses, qu'elle construisait un mur entre lui et moi. Et Mathis ne disait rien. Il hochait la tête. Il laissait faire. En 2020, pendant la pandémie, nous étions tous confinés ensemble, pendant des mois, dans cette maison qui rétrécissait chaque jour un peu plus. Emma a commencé à se plaindre. « On manque d'espace », disait-elle. « Cette maison est trop vieille. Il faudrait déménager. » Déménager. Comme si c'était elle qui décidait. J'ai souri, j'ai dit « Nous verrons ». Mais je commençais à comprendre. Elle ne me voyait plus comme la propriétaire. Elle me voyait comme l'invitée, la vieille dame qui habitait chez eux. Un soir, je les ai entendus parler dans leur chambre. La porte était entr'ouverte. La voix d'Emma, sifflante et impatiente. « Combien de temps encore, Mathis? Elle va rester ici jusqu'à quand? C'est ma mère, Emma. Je sais. Mais cette maison, on pourrait en faire tellement plus si... Si quoi? Si elle n'était pas toujours là. » J'ai fermé les yeux. J'ai reculé dans le couloir. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai regardé la photo de notre mariage, celle où nous sourions tous les quatre. Et pour la première fois, j'ai compris que cette photo mentait. Les mois suivants, Emma est devenue de plus en plus froide. Elle ne me parlait presque plus. Elle ne me regardait plus. Quand je posais une question, elle répondait par monosyllabes. Mathis faisait semblant de ne rien voir. Valentin, lui, évitait mon regard. Je suis devenue transparente dans ma propre maison. Mais je n'ai rien dit. Je me suis tue, parce que j'espérais encore que les choses changeraient, que Mathis se réveillerait, que l'amour reviendrait. Je me trompais. Et puis, il y a eu cette soirée de juin 2024, la remise de diplôme de Valentin. Il avait 18 ans. Il avait obtenu son baccalauréat avec mention. J'étais fière. J'avais acheté un costume neuf pour l'occasion. J'avais préparé un cadeau, une montre gravée avec ses initiales. Emma m'a regardé ce matin-là et a dit « Vous comptez vraiment venir ?» J'ai cligné des yeux. « Bien sûr, c'est mon petit-fils. » Elle a haussé les épaules. « Comme vous voulez. » Nous sommes arrivés au lycée Louis-le-Grand. La cérémonie était belle. Les élèves en toge, les parents applaudissant, les discours émouvants. Valentin a reçu son diplôme. Il a souri. Il a cherché des yeux dans la foule. Il m'a vu. Il a détourné le regard. Après la cérémonie, il y avait un cocktail dans le gymnase. Des petits fours, du champagne, des rires. Les familles se regroupaient pour des photos. J'ai voulu m'approcher de Valentin pour le féliciter. Emma s'est interposée. Elle m'a regardée. Elle a souri. Ce sourire glacial que je connaissais si bien. Et puis elle a dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Sors d'ici, vieille, tu ne fais pas partie de cette famille. » Le silence est tombé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Certains ont ri. D'autres ont baissé les yeux, gênés.
Mathis était à côté d'elle. Il n'a rien dit. Il a détourné les yeux. Valentin était figé, son diplôme à la main. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Non. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à la dernière illusion. Je me suis levée. J'ai posé mon verre. J'ai dit calmement, d'une voix posée. Très bien. Et je suis partie. Je suis rentrée chez moi. Non. Je suis rentrée dans ma maison. Celle que j'avais achetée. Celle qui m'appartenait. J'ai regardé la photo sur la commode. Cette photo de mariage. Cette famille qui souriait. J'ai ouvert un tiroir. J'ai sorti une enveloppe. À l'intérieur, il y avait les papiers de propriété. Mon nom, Ophélie Collin. Propriétaire unique. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé un numéro. Maître Dubois, c'est Ophélie Collin. J'ai besoin de vous. Demain matin, 8 heures. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, la photo de famille posée sur mes genoux. La lumière de la lune entrait par la fenêtre et éclairait nos visages figés dans ce sourire éternel. Septembre 2005. Nous avions l'air si heureux. J'ai passé mon doigt sur le visage d'Emma. 22 ans. Jeune. Jolie. Innocente en apparence. Comment avais-je pu être aussi aveugle? J'ai repensé à toutes ces années. 20 ans à partager mon toit, ma vie, mon quotidien. 20 ans à me taire, à m'effacer, à laisser faire. 20 ans à croire que l'amour d'une mère suffisait à maintenir une famille unie. Mais ce soir, dans le gymnase du lycée Louis-le-Grand, devant tous ces gens, Emma avait arraché le dernier voile. Elle avait dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas depuis des années. « Tu ne fais pas partie de cette famille. » Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau. Je ne faisais pas partie de cette famille. Moi, la mère, la grand-mère, la propriétaire de cette maison. J'ai souri dans le noir, un sourire amer. Elle allait comprendre, très bientôt. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6 heures. J'avais à peine fermé l'œil, mais j'étais étrangement calme, lucide, comme si une brume s'était levée après des années de confusion. Je me suis habillée avec soin. Un tailleur bleu marine, des escarpins noirs. J'ai attaché mes cheveux en chignon. Je me suis regardée dans le miroir de ma chambre. 61 ans, des rides au coin des yeux, des cheveux gris que je ne teignais plus depuis longtemps, mais un regard clair, déterminé. « Ophélie », me suis-je dit à voix basse. « Il est temps. » J'ai pris mon sac à main. J'ai glissé l'enveloppe contenant les papiers de propriété à l'intérieur. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la photo sur la commode. Puis je suis sortie de ma chambre. Dans le couloir, tout était silencieux. La maison dormait encore. Emma et Mathis ne se levaient jamais avant 8 heures. Valentin était sans doute dans sa chambre, écouteurs sur les oreilles, comme d'habitude. Je suis passée devant leur porte close. J'ai entendu le léger ronflement de Mathis. Rien d'Emma. J'ai descendu l'escalier sans faire de bruit. Dans le salon, tout était en ordre. Les coussins qu'Emma avait choisis, les rideaux qu'elle avait fait installer, la table basse qu'elle avait achetée sans me demander mon avis. Tout était à elle. Tout, sauf les murs. J'ai traversé le hall d'entrée. Sur le mur, il y avait d'autres photos. Valentin à différents âges, Mathis et Emma en voyage. Une photo de Noël 2019 où nous étions tous réunis devant le sapin. Je me suis arrêtée devant cette dernière. On me voyait au bout du canapé, un peu en retrait, presque effacée. Emma était au centre, souriante, radieuse. Mathis avait le bras autour de ses épaules. Valentin, 12 ans à l'époque, était assis par terre, son regard déjà distant. Je me suis demandé à quel moment j'étais devenue invisible dans ma propre maison. Je suis sortie sans bruit. L'air de juillet était déjà chaud. Paris se réveillait lentement. Quelques passants pressés. Le bruit lointain du métro. Un livreur qui déchargeait des caisses devant la boulangerie du coin. J'ai marché jusqu'au cabinet de Maître Dubois. Il se trouvait à 10 minutes, avenue Victor Hugo. Un bel immeuble haussmannien, une plaque de cuivre à l'entrée. Jean-Luc Dubois était l'avocat de ma famille depuis 30 ans. C'était lui qui avait géré la succession de ma mère en 1998. C'était lui qui avait rédigé mon testament. C'était lui qui connaissait tous mes biens, tous mes comptes, tous mes papiers. Il m'attendait dans son bureau. La pièce sentait le cuir et le vieux bois.
Des étagères remplies de dossiers juridiques, une grande fenêtre donnant sur l'avenue. « Ophélie », a-t-il dit en se levant pour me serrer la main. « Asseyez-vous. Vous m'avez semblé déterminée. » Au téléphone. Je me suis assise. J'ai posé mon sac sur mes genoux. J'ai respiré profondément. « Jean-Luc, j'ai besoin que vous me disiez exactement quels sont mes droits. » Il a hoché la tête. « Concernant la maison du 16e, celle où j'habite avec mon fils, ma belle-fille et mon petit-fils. » Il a ouvert un dossier devant lui. « Vous en êtes l'unique propriétaire. Achat en 1995 avec votre héritage et vos économies personnelles. Entièrement payées. Aucun prêt en cours. Aucune hypothèque. Votre nom seul figure sur l'acte de propriété. Mon fils le sait. Oui, vous m'aviez demandé de le lui expliquer lors de son mariage. Et sa femme ? Jean-Luc a froncé les sourcils. Elle n'était pas présente lors de cet entretien. Vous m'aviez dit que Mathis s'en chargerait. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, Mathis devait lui dire. Mais l'avait-il fait ? Ou avait-il laissé Emma croire que cette maison était la leur ? Peu importe, ai-je dit. Ce que je veux savoir, c'est simple. Puis-je leur demander de partir ? Jean-Luc a croisé les mains sur son bureau. Légalement, oui, vous êtes propriétaire. Ils occupent les lieux avec votre accord, mais sans bail. Vous pouvez leur signifier un congé. Quel est le délai ? En théorie, 6 mois. Mais dans certaines circonstances, si vous invoquez la nécessité de reprendre possession de votre bien pour y habiter personnellement, le délai peut être réduit. Combien ? 3 mois. Parfois moins en cas de situation urgente. J'ai réfléchi. 3 mois. C'était long. Trop long. Mais je ne voulais pas d'un scandale judiciaire. Je ne voulais pas que Valentin soit mêlé à un procès. Et pour la voiture ? La Mercedes ? Oui, elle est à mon nom. Mathis l'utilise, mais c'est moi qui l'ai achetée. C'est moi qui paie l'assurance. Alors, vous pouvez la récupérer à tout moment. Il suffit de demander la restitution des clés. J'ai hoché la tête lentement. « Ophélie », a dit Jean-Luc après un silence. « Que s'est-il passé ?» Je lui ai raconté. La remise de diplôme, les mots d'Emma, le rire des invités, le silence de Mathis. Quand j'ai eu fini, Jean-Luc s'est adossé à sa chaise. Il m'a regardé avec une expression mêlée de tristesse et de colère. « C'est inadmissible », a-t-il dit doucement. « C'est fini », ai-je répondu. « Je ne veux plus être traitée comme une étrangère dans ma propre maison. Que voulez-vous faire ? Je veux qu'il parte. Je veux récupérer ma maison. Je veux récupérer ma vie. » Il a acquiescé. « Très bien. Je rédige la notification aujourd'hui même. Voulez-vous que je la leur envoie par courrier recommandé ou préférez-vous que je les appelle ? » J'ai réfléchi. Un courrier, c'était froid, administratif. Mais un appel serait plus immédiat, plus brutal. « Appelez-les », ai-je dit. « Demain matin, 8 heures précises. » Jean-Luc a noté. Et pour la voiture ? Même chose. Demandez la restitution immédiate des clés. « Ophélie, vous êtes sûre ? » J'ai souri. « Jean-Luc, je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie. Je suis rentrée chez moi vers 10 heures. La maison était maintenant éveillée. J'entendais des voix dans la cuisine, le bruit de la cafetière, une odeur de pain grillé. J'ai enlevé mes chaussures dans l'entrée. J'ai accroché mon manteau. J'ai pris une grande inspiration. Puis, je suis entrée dans la cuisine. Emma était assise à la table, une tasse de café à la main, son téléphone dans l'autre. Elle portait une robe d'été légère, ses cheveux blonds détachés sur ses épaules. Elle avait l'air détendue, satisfaite. Mathis était debout près de l'évier, en train de rincer son bol. Il ne m'a pas regardé quand je suis entrée. Valentin n'était pas là. « Bonjour », ai-je dit calmement. Emma a levé les yeux de son téléphone. Elle m'a regardé. Elle n'a pas répondu. Mathis a grommelé quelque chose qui ressemblait vaguement à un bonjour. Je me suis servi un café. J'ai pris une tartine. Je me suis assise à la table, en face d'Emma. Le silence était épais, pesant. « Bien dormi ?» ai-je demandé en étalant du beurre sur ma tartine. Emma a haussé les épaules. « Oui. Et vous ?»« Très bien. » Elle a souri. Ce sourire froid que je connaissais. Tant mieux. J'ai mordu dans ma tartine. J'ai bu une gorgée de café. J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Mathis est sorti de la cuisine sans un mot. Emma a continué à pianoter sur son téléphone. Moi, j'ai pensé à l'appel qui allait venir. Demain, 8 heures. Le téléphone qui allait sonner. Et j'ai souri. L'après-midi, je suis allée me promener. J'avais besoin de marcher, de respirer, de réfléchir. Je suis descendue jusqu'au jardin du Trocadéro. Il y avait des touristes, des enfants qui couraient, des couples enlacés.
Je me suis assise sur un banc face à la tour Eiffel. J'ai regardé cette structure de fer se dresser vers le ciel, solide, inébranlable. J'ai pensé à ma vie, à ces 20 ans passés à m'effacer, à me taire, à espérer que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. J'avais été faible, j'avais eu peur du conflit, j'avais cru que l'amour suffisait. Mais l'amour, le vrai, n'est pas à sens unique. L'amour, le vrai, ne demande pas à quelqu'un de disparaître pour que les autres puissent exister. Emma m'avait traitée de vieille. Elle m'avait humiliée publiquement. Elle m'avait dit que je ne faisais pas partie de la famille. Très bien. Si je ne faisais pas partie de leur famille, alors ils ne faisaient pas partie de ma maison. Le soir, nous avons dîné en silence. Valentin était là cette fois. Il a mangé sans lever les yeux de son assiette. Il ne m'a pas parlé. Il ne m'a pas regardé. Mon petit-fils, mon Valentin, celui que j'avais bercé bébé, celui à qui j'avais lu des histoires, celui qui m'appelait « Mamie Ophélie » avec tant de tendresse. Aujourd'hui, il me fuyait, parce qu'Emma avait construit ce mur entre nous, pierre après pierre, année après année. Je ne lui en voulais pas. Il n'avait que 18 ans. Il ne comprenait pas encore. Un jour, peut-être, il comprendrait. Après le dîner, je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai regardé la photo de notre mariage, celle où nous sourions tous les quatre. J'ai ouvert le tiroir de ma commode. J'ai sorti une autre photo. Une vieille photo en noir et blanc. Ma mère, ma grand-mère, moi, petite fille, assise entre elles deux. 3 générations de femmes, fortes, dignes, indépendantes. Ma grand-mère avait survécu à la guerre. Ma mère avait élevé seule ses 2 enfants après le départ de mon père. Moi, j'avais divorcé et reconstruit ma vie. Nous étions des survivantes. Et ce soir, pour la première fois depuis des années, je me sentais redevenir moi-même. Cette nuit-là encore, j'ai peu dormi. Mais ce n'était plus de la tristesse, c'était de l'anticipation. Demain, 8 heures, le téléphone allait sonner. J'ai imaginé la scène. Emma, dans sa cuisine, sa tasse de café à la main. Le téléphone qui vibre. Un numéro qu'elle ne reconnaît pas. Elle décroche. « Madame Collin ? Ici maître Jean-Luc Dubois, avocat. J'appelle de la part de Madame Ophélie Collin. » Le silence, la confusion, puis la panique. Madame Collin est propriétaire de la maison où vous résidez actuellement. Elle souhaite reprendre possession de son bien. Vous disposez d'un délai légal pour quitter les lieux. De plus, elle demande la restitution immédiate des clés de la Mercedes immatriculée à son nom. J'ai imaginé le visage d'Emma, la stupeur, l'incrédulité, puis la colère, mais surtout la peur. Parce qu'elle allait comprendre. Elle allait comprendre qu'elle n'était pas chez elle, qu'elle ne l'avait jamais été, qu'elle avait vécu 20 ans dans une maison qui appartenait à la vieille dame qu'elle venait d'humilier. Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. L'air de la nuit était doux. Paris scintillait au loin. J'ai pensé à ma grand-mère, à ce qu'elle m'avait dit des années auparavant, quelques semaines avant sa mort. « Ophélie, ma chérie, n'oublie jamais. Une femme digne ne mendie jamais le respect. Elle le commande. Et si on refuse de le lui donner, elle part, simplement, dignement. Et elle laisse les autres se débrouiller avec le vide qu'elle laisse derrière elle. » J'avais 16 ans. Je n'avais pas vraiment compris. Aujourd'hui, à 61 ans, je comprenais. Je ne mendiais plus le respect. Je ne suppliais plus l'amour. Je ne m'excusais plus d'exister. Je reprenais ce qui était à moi. Et demain matin, Emma allait découvrir ce que signifiait vraiment le mot « conséquence ». Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir où se trouvent celles et ceux qui comprennent ce que je traverse. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6h30. Mon cœur battait vite, mais pas de peur. C'était autre chose. Une sorte d'excitation calme, comme avant un examen important dont on connaît déjà toutes les réponses. Je me suis habillée simplement. Un pantalon beige, un chemisier blanc. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis mes boucles d'oreilles en perles, celles que ma mère m'avait offertes pour mes 40 ans. Dans le miroir, j'ai vu une femme différente de celle d'avant-hier. Pas plus jeune, pas plus belle, mais plus présente, plus solide. Je suis descendue à la cuisine. Il était 7h15. La maison était encore silencieuse. J'ai préparé du café. J'ai fait griller du pain. J'ai sorti le beurre et la confiture de fraises maison que j'avais préparée en juin. Ces gestes simples, quotidiens, prenaient aujourd'hui une saveur particulière. C'était peut-être l'un de mes derniers petits déjeuners dans cette cuisine avec eux.
J'ai regardé autour de moi. Les placards qu'Emma avait fait repeindre en 2015, le carrelage qu'elle avait choisi en 2018, la table en bois massif qu'elle avait achetée chez un antiquaire en 2020, pendant le confinement, avec l'argent de Matisse. Tout portait sa marque. Tout, sauf le titre de propriété. À 7h45, j'ai entendu des pas à l'étage. Emma se levait. Elle avait cette habitude de prendre sa douche en premier, puis de descendre vers 8h pour son café. J'ai regardé l'horloge murale. 7h52. Dans 8 minutes, le téléphone d'Emma allait sonner. Je me suis servi une deuxième tasse de café. J'ai pris une tartine. Je me suis assise à ma place habituelle, celle près de la fenêtre qui donnait sur le petit jardin intérieur. Les oiseaux chantaient. Un merle sautillait sur la pelouse. Le soleil de juillet entrait par la baie vitrée. Tout était calme, paisible. 7h58. J'ai entendu Emma descendre l'escalier. Ses pas légers sur les marches. Elle fredonnait quelque chose. Un air que je ne reconnaissais pas. Elle est entrée dans la cuisine. Elle portait une robe d'été jaune pâle. Ses cheveux encore humides étaient retenus par une pince. Elle sentait son parfum habituel, quelque chose de fleuri et sucré. Elle ne m'a pas salué. Elle s'est dirigée directement vers la machine à café. « Bonjour Emma », ai-je dit calmement. Elle a grommelé quelque chose d'inaudible. 7h59. Mon cœur battait maintenant très vite, mais mes mains étaient stables. Mon visage était calme. Emma a pris sa tasse. Elle a ouvert le réfrigérateur. Elle a sorti le lait. 8h. Le téléphone d'Emma a vibré sur le plan de travail. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. J'ai vu son front se plisser légèrement. Elle ne reconnaissait pas le numéro. Elle a décroché. « Allô ?» J'ai continué à manger ma tartine. J'ai pris une gorgée de café. J'ai regardé le merle dans le jardin. « Oui, c'est moi », a dit Emma. Un silence. « Pardon ? Qui êtes-vous » Sa voix avait changé. Elle n'était plus agacée. Elle était prudente. « Maître du bois ? Je ne... » Un autre silence, plus long. J'ai vu Emma se raidir. Sa main libre s'est crispée sur le bord du plan de travail. « Quoi ?» Sa voix était montée d'un ton. « Mais de quoi parlez-vous ? Cette maison ?» Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux se sont élargis. Elle m'a regardée comme si elle me voyait pour la première fois. « Non, non, ce n'est pas possible. » J'ai soutenu son regard. J'ai pris une autre bouchée de ma tartine. Lentement, calmement. « Elle ne peut pas. Vous ne pouvez pas. » La voix au téléphone continuait. Je n'entendais pas les mots de Jean-Luc, mais je les connaissais par cœur. Je les avais imaginés 100 fois pendant la nuit. Madame Collin est propriétaire unique de cette maison. Elle souhaite reprendre possession de son bien. Vous disposez d'un délai de 3 mois pour quitter les lieux. Emma est devenue très pâle. 3 mois ? Mais nous habitons ici depuis 20 ans, oui, avec l'accord de Madame Collin. Mais cet accord peut être révoqué à tout moment. C'est absurde, c'est... Emma s'est tue brusquement. Elle écoutait. Son visage passait du blanc au rouge. La voiture aussi ? La Mercedes est au nom de Madame Ophélie Collin. Elle en est propriétaire. Elle demande la restitution immédiate des clés. Mais mon mari ? Votre mari n'est pas propriétaire du véhicule. Madame Collin demande que les clés lui soient remises avant midi aujourd'hui. Emma a raccroché brutalement. Elle a laissé tomber le téléphone sur le plan de travail. Elle respirait vite, comme si elle venait de courir. Elle m'a regardée, vraiment regardée. « C'est vous », a-t-elle dit. Sa voix tremblait. « C'est vous qui avez fait ça. » J'ai fini ma tartine. J'ai bu la dernière gorgée de mon café. J'ai posé ma tasse doucement sur la table. « Oui », ai-je dit simplement. « Vous ne pouvez pas faire ça ? Je peux, et je le fais. Mais cette maison, nous habitons ici depuis des années. 20 ans, ai-je corrigé, avec mon accord. Mais hier soir, au lycée Louis-le-Grand, vous m'avez dit que je ne faisais pas partie de cette famille. » Emma a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Alors j'ai compris. Ai-je continué calmement. « Si je ne fais pas partie de votre famille, vous ne faites pas partie de ma maison. Vous êtes folle. Non, je suis propriétaire. Matisse ne vous laissera jamais faire ça. Matisse le sait depuis le début. Je lui ai expliqué en 2005, avant votre mariage, que cette maison m'appartenait, que je vous la prêtais. Apparemment, il a oublié de te le dire. » Emma a reculé d'un pas. Son dos a heurté le réfrigérateur. « Vous mentez. Les papiers sont chez mon avocat. Acte de propriété à mon nom. Achat en 1995. Payé intégralement. Aucun prêt, aucune hypothèque. Mais nous avons tout refait.
La cuisine, les peintures, les meubles. Avec votre argent, sur ma propriété. Emma a porté la main à sa bouche. Elle a fermé les yeux. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors comme ça. Je ne vous mets pas dehors. Je reprends ce qui est à moi. Vous avez 3 mois, c'est plus que généreux. Et la voiture? Elle est à mon nom. Je paie l'assurance. Je l'ai achetée. Les clés. Avant midi. Emma a attrapé son téléphone. Ses mains tremblaient. Elle a composé un numéro. Elle est sortie de la cuisine en parlant très vite. Mathis, Mathis, il faut que tu rentres. Maintenant. Ta mère est devenue folle. Je suis restée seule dans la cuisine. J'ai rangé mon bol dans le lave-vaisselle. J'ai essuyé la table. J'ai arrosé les plantes sur le rebord de la fenêtre. Tout était calme à nouveau. Le merle avait disparu. Le soleil brillait toujours. Je me suis assise. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. C'était fait. Mathis est arrivé 20 minutes plus tard. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. Des voix dans le hall. Emma qui parlait très vite, d'une voix aiguë et paniquée. Mathis qui répondait par monosyllabes. Puis des pas dans le couloir. Ils sont entrés dans la cuisine tous les deux. Emma avait les yeux rouges. Mathis avait l'air fatigué. Il portait encore son costume de travail. Il ne s'était même pas changé. Il m'a regardé. Pendant un long moment, nous sommes restés ainsi, face à face, mère et fils, sans parler. « Maman », a-t-il dit finalement. « Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« Quelle histoire, Mathis ? Emma dit que tu veux nous expulser. »« Je ne vous expulse pas. Je reprends ma maison. »« C'est la même chose. »« Non, ce n'est pas la même chose. Vous êtes ici depuis 20 ans parce que je vous ai hébergé. Par amour, par générosité. Mais hier, ta femme m'a humilié publiquement. » Mathis a baissé les yeux. Elle m'a dit que je ne faisais pas partie de cette famille. Ai-je continué. Devant des dizaines de personnes. Tu étais là, Mathis. Tu as entendu. Et tu n'as rien dit. Maman, non. Laisse-moi finir. Pendant 20 ans, je me suis effacée. Je me suis tue. J'ai laissé Emma redécorer ma maison comme si c'était la sienne. J'ai laissé passer les remarques, les regards, les silences. J'ai essayé de garder la paix. Mais il y a une limite à tout. On peut en discuter. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Ma décision est prise. Emma s'est avancée. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons un enfant. Valentin va perdre sa maison. Valentin a 18 ans. Il est majeur. Et de toute façon, il ne me parle plus depuis des années. Tu as construit un mur entre lui et moi. C'est faux. C'est vrai. Chaque fois que je voulais passer du temps avec lui, tu trouvais une excuse. Chaque fois que je proposais quelque chose, tu refusais. Tu l'as éloigné de moi, petit à petit, année après année. Mathis s'est passé la main dans les cheveux. Maman, s'il te plaît, on peut aller vivre ailleurs, d'accord, mais pas comme ça, pas en 3 mois. C'est le délai légal. Mon avocat te confirmera. Et la voiture? Elle est à mon nom. Les clés. Avant midi. Mais j'en ai besoin pour le travail. Tu n'avais qu'à y penser avant. Emma a éclaté en sanglots. De vrais sanglots. Bruyants et dramatiques. Elle s'est effondrée sur une chaise. « Je ne peux pas croire que vous fassiez ça », a-t-elle hoqueté. « Après tout ce qu'on a fait pour vous ?» J'ai souri. Un sourire triste. « Tout ce que vous avez fait pour moi ? Vraiment, Emma ? Dis-moi, qu'avez-vous fait pour moi ?» Elle m'a regardée, les yeux pleins de larmes. « Nous vivons avec vous. Nous sommes là. Vous vivez dans ma maison. Gratuitement. Vous mangez ma nourriture. Vous utilisez mes meubles. Vous conduisez ma voiture. Et en échange, vous me traitez comme une étrangère. Ce n'est pas vrai. Hier, devant tout le monde, tu m'as dit de partir. Tu m'as appelée vieille. Tu m'as dit que je ne faisais pas partie de cette famille. Emma s'est tue. Alors voilà. Si je ne fais pas partie de ta famille, tu ne fais pas partie de ma maison. Ils sont restés encore 1 heure. Emma pleurait. Mathis argumentait. Il essayait de négocier. Un délai plus long. Une alternative. Une solution. Mais j'étais inflexible. 3 mois. Pas un jour de plus. Et les clés de la Mercedes. Avant midi. Finalement, Mathis a sorti les clés de sa poche. Il les a posées sur la table. Avec violence. Avec colère. Voilà. T'es contente ? Oui. Il m'a regardée. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Pas de la tendresse, pas de l'amour, mais du respect. Peut-être même un peu de peur. Il avait compris. J'étais sérieuse.
Ils sont partis. Emma montait l'escalier en pleurant. Mathis la suivait, les épaules basses. Je suis restée seule dans la cuisine. J'ai pris les clés de la Mercedes. Je les ai fait tourner entre mes doigts. Le porte-clés était un petit cadre photo. À l'intérieur, il y avait une photo de Valentin bébé. Je l'ai regardé longuement. Mon petit-fils, 3 mois peut-être, ses yeux clairs, son sourire édenté. Où était passé ce bébé? Où était passé cet enfant qui m'appelait mamie, avec tant de tendresse? Il avait grandi. Il était devenu un jeune homme. Et quelque part en chemin, je l'avais perdu. J'ai fermé les yeux. J'ai serré les clés dans ma main. L'après-midi, je suis sortie. J'avais besoin d'air. J'ai marché jusqu'au parc Monceau. C'était là que j'emmenais Valentin quand il était petit. Nous nous asseyions sur un banc. Je lui lisais des histoires. Il riait, il courait, il me prenait la main. Je me suis assise sur notre banc, celui près de la roseraie. Il y avait d'autres enfants, d'autres grands-mères, d'autres familles. J'ai pensé à la mienne, à ce qu'elle était devenue, à ce qu'elle n'avait jamais vraiment été. Et j'ai compris quelque chose d'important. Une famille, ce n'est pas juste du sang, ce n'est pas juste un nom, c'est du respect, de l'amour, de la considération. Et si ces choses-là manquent, alors ce n'est plus une famille, c'est juste des gens qui habitent sous le même toit. Le soir, quand je suis rentrée, la maison était silencieuse. Personne dans le salon, personne dans la cuisine. J'ai monté l'escalier. Je suis passée devant la chambre de Mathis et Emma. La porte était fermée. J'entendais des voix étouffées. Emma pleurait encore. Je suis passée devant la chambre de Valentin. La porte était entr'ouverte. Il était assis sur son lit, ses écouteurs sur les oreilles, son ordinateur sur les genoux. Il m'a vue. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, j'ai cru voir quelque chose. Une question, une hésitation. Mais il a détourné les yeux. J'ai continué vers ma chambre. J'ai fermé la porte. J'ai regardé la photo sur la commode. Septembre 2005. Notre mariage. Nos sourires. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti l'autre photo. Celle de ma grand-mère, ma mère et moi. 3 générations de femmes fortes. Mamie, ai-je murmuré. J'espère que tu es fière de moi. J'ai enfin compris. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais savoir. Les jours suivants ont été étranges. Nous vivions toujours sous le même toit, mais ce n'était plus la même maison. C'était comme si des murs invisibles s'étaient dressés entre nous. Des murs de silence, de regards évités, de portes qui se fermaient un peu trop vite. Emma ne me parlait plus. Elle ne me regardait même plus. Quand je rentrais dans une pièce, elle en sortait. Quand je préparais mon café le matin, elle attendait que je parte pour descendre. Elle avait transformé son évitement en un art. Mathis, lui, était différent. Il ne m'évitait pas. Il me regardait. Mais dans ses yeux, je voyais quelque chose de nouveau. Une sorte de calcul. Comme s'il cherchait comment me faire changer d'avis. Comment me convaincre. Comment récupérer ce qu'il pensait avoir perdu. Il ne comprenait pas encore. Ce n'était pas une question de négociation. Ce n'était pas un conflit qu'on pouvait résoudre avec des mots ou des promesses. C'était une question de dignité. Une semaine après l'appel de Maître Dubois, j'étais dans le salon en train de lire quand Mathis est entré. Il était midi. Emma était sortie faire des courses. Valentin était dans sa chambre. « Maman » a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. « Il faut qu'on parle. » J'ai fermé mon livre. J'ai attendu. « Je sais que tu es en colère » a-t-il commencé. « Je comprends. » Ce qu'Emma a dit à la remise de diplôme, c'était déplacé. C'était horrible. Elle s'excuse. Elle s'excuse? Oui. Elle regrette. Elle était stressée. Valentin lui avait fait une réflexion le matin même. Elle était à cran. Elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle a dit. J'ai souri. Un sourire triste. Mathis. Emma ne m'a jamais présenté d'excuses. Pas une seule fois. Ni ce jour-là, ni après. Il a détourné les yeux. Elle est gênée. Elle est surtout furieuse de découvrir que cette maison ne lui appartient pas. Maman, dis-moi, Mathis. Quand je t'ai expliqué, en 2005, que cette maison m'appartenait, qu'est-ce que tu as dit à Emma? Il s'est tu. Tu lui as dit, n'est-ce pas? Tu lui as expliqué que nous vivions chez moi, que c'était temporaire, que c'était un service que je vous rendais? Le silence de Mathis était éloquent. Tu ne lui as jamais dit, ai-je murmuré. Pendant 20 ans, tu as laissé ta femme croire que cette maison était la vôtre. Ah, ce n'est pas... Pourquoi, Mathis? Il a respiré profondément. Il s'est passé la main dans les cheveux.
un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était nerveux. Parce qu'elle n'aurait jamais accepté, a-t-il fini par dire. Emma, elle a sa fierté. Elle n'aurait jamais accepté de vivre chez ta mère. Elle voulait son propre chez elle. Alors tu lui as menti. Je ne lui ai pas menti. Je n'ai juste pas précisé. C'est la même chose. Maman, s'il te plaît, essaie de comprendre. Oh, je comprends très bien. Tu as eu peur. Peur qu'Emma refuse de vivre ici. Peur de devoir chercher un appartement. Peur de payer un loyer. Alors tu as laissé faire. Tu as laissé ta femme croire qu'elle était chez elle. Et tu m'as laissé devenir une invitée dans ma propre maison. Mathis a baissé la tête. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Moi aussi. Cette conversation m'a hanté pendant des jours. Mon fils, mon propre fils. Il savait. Depuis le début, il savait que cette maison m'appartenait. Et il n'avait rien dit. Il m'avait laissé m'effacer. Il m'avait laissé subir les remarques d'Emma, ses regards, ses silences, par lâcheté, par confort. J'ai repensé à toutes ces années, à tous ces moments où j'avais espéré qu'il interviendrait, qu'il défendrait sa mère, qu'il dirait à Emma de me respecter. Mais il ne l'avait jamais fait, parce qu'au fond, c'était plus facile ainsi, plus facile de me laisser me taire, plus facile de maintenir la paix en sacrifiant ma dignité. 2 semaines après l'appel, Emma a commencé à chercher un appartement. Je le savais parce que je voyais les annonces immobilières sur la table de la cuisine. Des pages et des pages imprimées, annotées, entourées. Paris 16e, 90 mètres carrés, 3 chambres, balcon. Les prix étaient astronomiques. Un soir, je suis passé devant leur chambre. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu leur conversation. « Nous ne pouvons pas nous permettre ça », disait Mathis. « Même avec nos 2 salaires, les loyers ont explosé. Alors on fait quoi ?» La voix d'Emma était aiguë, paniquée. « On va vivre dans une banlieue lointaine ? Dans un 2 pièces ? Je ne sais pas. Et Valentin ? Il va devoir changer de lycée pour sa terminale ? Perdre tous ses amis ? Il a eu son bac, Emma. Il commence la fac en septembre. La fac ? Comment va-t-on payer ses études si on doit payer un loyer exorbitant ? On trouvera une solution. Quelle solution ? On vivait ici gratuitement. Gratuitement, Mathis, pendant 20 ans. Tu te rends compte de l'argent qu'on a économisé ? Il y a eu un long silence. C'est de ta faute, a repris Emma. Sa voix était froide maintenant. Tu aurais dû t'arranger pour que cette maison soit à ton nom. Tu aurais dû convaincre ta mère. Emma, tu es son fils unique. Cette maison devrait te revenir. Elle est vivante, Emma. C'est sa propriété. Justement, elle ne va pas vivre éternellement. Elle a 61 ans. Dans quelques années, Emma. Quoi ? C'est la vérité. Dans quelques années, cette maison sera à toi. C'est logique, c'est normal. Et on sera déjà parti. On aura tout perdu. Je me suis éloignée. Je n'en avais pas entendu assez. J'en avais entendu trop. Emma attendait que je meure. Elle attendait que je disparaisse pour récupérer cette maison. Et Mathis ne disait rien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon lit, la photo de famille sur mes genoux. J'ai repensé à tout, à tous ces signaux que j'avais ignorés, à toutes ces petites phrases que je n'avais pas comprises. En 2018, Emma avait dit en plaisantant « Dans 20 ans, cette maison sera à nous ». En 2020, pendant le confinement, elle avait dit « Quand on sera vraiment chez nous, on pourra tout refaire ». En 2022, elle avait demandé à Mathis « Ta mère a fait un testament ?» Je n'avais pas compris. Je n'avais pas voulu comprendre. Mais maintenant, tout était clair. Emma avait toujours su. Ou du moins, elle avait toujours soupçonné que cette maison m'appartenait. Et elle avait attendu. Patiemment. Elle avait attendu que je vieillisse, que je m'affaiblisse, que je meure. Pour récupérer ce qui, selon elle, devait revenir à Mathis. À eux. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dubois. « Jean-Luc, j'ai besoin de modifier mon testament. » « Bien sûr, Ophélie. Vous voulez prendre rendez-vous ? Le plus tôt possible. Demain, 15 h ? Parfait. » Le lendemain après-midi, j'étais dans le bureau de Jean-Luc. L'odeur familière du cuir et du vieux bois. La grande fenêtre donnant sur l'avenue Victor Hugo. « Alors, a-t-il dit en ouvrant mon dossier. « Ah, que souhaitez-vous modifier ? Tout ?» Il a levé les yeux vers moi. « Dans mon testament actuel, cette maison revient à Mathis. Je veux changer ça. Vous voulez la léguer à quelqu'un d'autre ? Non. Je veux qu'elle soit vendue. Et que le produit de la vente soit réparti entre plusieurs associations. » Jean-Luc a posé son stylo. « Ophélie, vous êtes sûre ? Absolument ?
Votre fils ne recevra rien, il recevra ce qu'il mérite. C'est-à-dire rien. C'est une décision grave. Je le sais. Jean-Luc m'a regardé longuement. Puis, il a hoché la tête. Très bien. Quelles associations ? J'avais préparé une liste. Des associations pour les femmes victimes de violences domestiques. Des associations pour les personnes âgées isolées. Des associations pour l'alphabétisation. Jean-Luc a tout noté. Ce testament prend effet immédiatement, a-t-il dit. L'ancien est annulé. Parfait. Voulez-vous en informer votre fils ? Non, il le découvrira, le moment venu. En rentrant chez moi, je me sentais plus légère, comme si j'avais posé un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Emma attendait que je meure pour récupérer cette maison ? Très bien, elle pouvait attendre. Mais quand ce jour viendrait, elle serait déçue. Cette maison ne serait jamais à elle, ni à Mathis. Elle irait à ceux qui en avaient vraiment besoin. 1 mois après l'appel de Maître Dubois, l'ambiance dans la maison était devenue irrespirable. Emma était dans un état de stress permanent. Elle passait ses journées sur les sites immobiliers. Elle visitait des appartements. Elle revenait chaque fois plus déprimée. Tout est hors de prix, se plaignait-elle à Mathis. Pour un 90 mètres carrés décent dans le 16e, il faut compter 3 500 € par mois. On ne peut pas payer ça. Je sais. Alors on fait quoi ? On déménage dans le 18e ? Dans le 19e ? Peut-être. Tu te rends compte ? Après avoir vécu ici, le ton d'Emma était plein d'amertume. Elle regardait autour d'elle, les moulures, le parquet, les hauts plafonds, comme si elle regardait un paradis perdu. Moi, j'observais. Je me taisais. Je laissais la réalité faire son travail. Valentin, pendant ce temps, était de plus en plus distant. Il ne parlait à personne. Il restait enfermé dans sa chambre. Il ne descendait que pour manger, rapidement, en silence. Un soir, je l'ai croisé dans le couloir. Il sortait de la salle de bain. J'ai essayé de croiser son regard. « Valentin », ai-je dit doucement. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. Pendant 1 seconde, j'ai vu cet enfant que j'avais bercé. Cet enfant à qui j'avais lu des histoires. « Mamie », a-t-il dit. Sa voix était hésitante. Mon cœur s'est serré. Il ne m'avait pas appelé comme ça depuis des années. « Oui, mon chéri ? Est-ce que c'est vrai, ce que maman dit ? Que tu nous chasses ?» J'ai respiré profondément. « Valentin, cette maison m'appartient. Je l'ai achetée il y a très longtemps. J'ai hébergé tes parents pendant 20 ans, gratuitement, par amour. Mais ta mère m'a manqué de respect, publiquement. Et ton père n'a rien dit. Il a baissé les yeux. « Je sais », a-t-il murmuré. « Tu sais, j'étais là, à la remise de diplôme. J'ai entendu ce qu'elle a dit. Et j'ai eu honte. Ces mots, ces simples mots, ils m'ont brisé le cœur et l'ont réparé en même temps. Valentin, mais c'est ma mère, je ne peux pas être contre elle. Je ne te demande pas d'être contre elle. Je te demande juste de comprendre. » Il a hoché la tête. Il avait les larmes aux yeux. « Je comprends, mamie. Je comprends. » Il est rentré dans sa chambre. La porte s'est refermée. Je suis restée seule dans le couloir, les larmes coulant sur mes joues. Les semaines passaient. Août est arrivé. La chaleur étouffante de Paris. Les fenêtres ouvertes. Le bruit de la ville qui montait. Emma avait trouvé un appartement. Dans le 17e. 85 mètres carrés. 3 200 € par mois. Pas de balcon. Pas de parquet ancien. Pas de moulure. « On le prend », avait-elle dit à Mathis. « On n'a pas le choix. » Ils avaient signé le bail. Ils devaient emménager fin septembre. J'avais tenu ma parole. 3 mois. Pas un jour de moins. Pas un jour de plus. Un soir de fin août, j'étais dans le jardin. Le merle était revenu. Il chantait dans le petit cerisier que j'avais planté en 2002, l'année où ma mère était morte. J'ai pensé à elle, à ma grand-mère, à toutes ces femmes qui m'avaient précédée. Elles avaient eu raison. La dignité ne se mendie pas. Elle se commande. Et quand on refuse de vous la donner, on part, simplement, dignement. Sauf que cette fois, ce n'était pas moi qui partais. C'était eux. Parfois, les gens nous prennent pour acquis. Ils pensent qu'on sera toujours là, qu'on acceptera toujours tout. Et vous, avez-vous déjà dû poser des limites avec votre famille ? Racontez-moi. Septembre est arrivé avec ses premières pluies. Les feuilles du cerisier commençaient à jaunir. Dans 3 semaines, Emma et Mathis déménageraient. La maison était remplie de cartons, partout. Dans le salon, dans le couloir, dans leur chambre. Emma emballait ses affaires avec une rage silencieuse.
Chaque objet qu'elle mettait dans une boîte semblait être une accusation. Mathis, lui, était résigné. Il ne parlait presque plus. Il allait au travail. Il rentrait. Il aidait Emma à emballer. Il se couchait. Moi, je continuais ma vie. Je lisais. Je me promenais. J'arrosais mes plantes. Je regardais la maison se vider lentement de leur présence. Un samedi matin, début septembre, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu sonner à la porte. Des voix inconnues. Des pas lourds dans l'escalier. Les déménageurs étaient venus chercher les premiers meubles. Emma avait organisé un déménagement progressif. D'abord les gros meubles, puis les cartons. Enfin, le jour du départ final, le reste. J'ai regardé par la fenêtre du salon. Il sortait le grand lit de Mathis et Emma, le canapé qu'elle avait acheté en 2016, la table du salon qu'elle avait fait venir d'un antiquaire en 2020. Emma supervisait tout. Elle criait des instructions. « Attention, c'est fragile, faites attention au parquet. » Le parquet. Mon parquet. J'ai souri malgré moi. Le soir même, Mathis est venu me voir. J'étais dans ma chambre, en train de lire. « Maman, je peux entrer ?»« Oui. » Il s'est assis sur le bord de mon lit. Il avait l'air épuisé. « Dans 3 semaines, on sera partis, a-t-il dit. « Je sais. Emma veut qu'on se dise au revoir maintenant. Elle dit qu'elle ne veut plus te voir après. » J'ai fermé mon livre. « Et toi? Qu'est-ce que tu veux ?» Il a regardé ses mains. « Je ne sais pas. Tu es ma mère. Mais Emma, elle est ma femme. Tu as fait ton choix il y a 20 ans, Mathis. Ce n'est pas si simple. Si, c'est exactement ça. Tu as choisi le confort, la facilité. Tu as choisi de me laisser m'effacer pour que ta femme soit heureuse. Ce n'est pas juste? Non. Ce qui n'est pas juste, c'est ce que vous m'avez fait subir pendant 20 ans. » Il s'est levé. Il est parti sans un mot. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon ancien voisin, Monsieur Legrand. Il avait 82 ans. Nous nous connaissions depuis 1995, depuis que j'avais emménagé. « Ophélie, ma chère, j'ai entendu dire que votre fils déménageait? »« Oui, Marcel. »« Et vous? Vous restez? »« Bien sûr, c'est ma maison. »« Ah, très bien. Ma femme et moi, nous étions inquiets. Nous pensions que vous partiez aussi. »« Non, je reste. Tant mieux. Vous savez, nous vous avons toujours admiré. Une femme seule qui élève son fils, qui réussit professionnellement, qui achète sa propre maison. Vous êtes un exemple. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. « Merci, Marcel. Et votre belle-fille, comment va-t-elle? » J'ai hésité. « Elle va bien. Elle déménage. »« Ah, bon débarras alors. »« Pardon? Ophélie, pardonnez-moi ma franchise. Mais cette femme vous a manqué de respect pendant des années. Nous l'avons vu. Les voisins. Nous avons vu comment elle vous traitait. Comment elle parlait de vous. J'étais sous le choc. Je ne savais pas que... Vous êtes une femme discrète. Vous ne vous plaignez jamais. Mais nous avions des yeux. Et des oreilles. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps. Les voisins savaient. Ils avaient vu. Ils m'avaient respectée, en silence. J'avais passé 20 ans à croire que j'étais seule. Mais je ne l'étais pas. Le 15 septembre, j'ai trouvé Valentin assis dans le jardin. Il regardait le cerisier. Il avait l'air perdu. Je me suis assise à côté de lui. « Tu vas me manquer », a-t-il dit sans me regarder. Mon cœur s'est serré. « Toi aussi, mon chéri. Maman dit que tu ne veux plus nous voir. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a décidé ça, pas moi. Mais la maison, Valentin, cette maison m'appartient. J'ai le droit de la récupérer. Ta mère m'a humiliée. Ton père n'a rien fait. J'ai choisi ma dignité. » Il a hoché la tête lentement. « Je comprends. Mais ça fait mal quand même. Je sais. » Il m'a regardé enfin. Ses yeux étaient ceux d'un enfant perdu. « Est-ce que je pourrais venir te voir? Quand ils seront partis ?» Les larmes me sont montées aux yeux. « Bien sûr, toujours. Tu seras toujours le bienvenu ici. C'est ta grand-mère que tu viens voir, pas la propriétaire d'une maison. » Il a souri. Un petit sourire triste. « D'accord. » Le 28 septembre, le camion de déménagement est arrivé pour la dernière fois. Emma et Mathis chargèrent les derniers cartons. Valentin les aidait en silence. J'étais dans ma chambre. Je regardais par la fenêtre. Je ne voulais pas descendre. Je ne voulais pas de scène. Je voulais juste que ça finisse. À 16 heures, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Puis le silence. Je suis descendue. La maison était vide. Enfin, vide d'eux. Le salon avait retrouvé son espace. La cuisine était calme. Le couloir résonnait différemment. J'ai marché de pièce en pièce. Leur chambre était vide. Plus de lit,
Plus de meubles, juste les murs et le parquet. La chambre de Valentin était vide aussi. Il ne restait rien de lui. Pas une photo, pas un souvenir. Je suis redescendue. Sur la table du salon, il y avait une enveloppe. Mon nom écrit dessus. L'écriture de Mathis. J'ai ouvert. Maman. Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée que les choses aient fini comme ça. Emma refuse de te parler. Valentin est triste. Moi aussi. Peut-être qu'un jour, on pourra... Je ne sais pas. Mathis. Aucune excuse réelle. Aucune reconnaissance. Juste des regrets vagues. J'ai replié la lettre. Je l'ai posée sur la table. Puis je suis allée dans le jardin. Le soleil se couchait. Le merle chantait dans le cerisier. J'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis 20 ans, j'étais seule chez moi. Et j'étais libre. Avez-vous déjà dû choisir entre l'amour familial et votre propre dignité? Comment avez-vous traversé ça? Les premiers jours après leur départ ont été étranges. La maison était trop grande, trop silencieuse. Mes pas résonnaient différemment sur le parquet. Chaque pièce semblait attendre quelque chose. Mais ce n'était pas une tristesse. C'était plutôt un ajustement. Comme après avoir porté des chaussures trop serrées pendant des années et retrouvé enfin la liberté de marcher pieds nus. J'ai commencé à redécouvrir ma maison. J'ai ouvert les fenêtres de leur ancienne chambre. J'ai laissé entrer l'air et la lumière. J'ai enlevé les rideaux sombres qu'Emma avait installés en 2017. La pièce respirait à nouveau. Dans le salon, j'ai replacé le vieux fauteuil de ma grand-mère que j'avais relégué au grenier en 2010 parce qu'Emma le trouvait démodé. Je me suis assise dedans. Le velours bleu était un peu usé, mais il était confortable. Il sentait les souvenirs. Une semaine après leur départ, j'ai invité Marcel et son épouse Simone à prendre le thé. Ils sont arrivés avec un bouquet de roses de leur jardin. « Ophélie, comme c'est bon de vous voir rayonnante », a dit Simone en m'embrassant. Nous nous sommes installés dans le salon. J'avais préparé des madeleines. Nous avons parlé de tout et de rien. Du quartier, des saisons. Des petits riens qui font une vie. « Alors, comment vous sentez-vous » a fini par demander Marcel. « Libre », ai-je répondu simplement. Simone a hoché la tête. « Nous sommes tellement contents pour vous. Vous méritez cette paix. Vous savez, pendant des années, j'ai cru que je devais tout accepter, que c'était mon rôle de mère. Le rôle d'une mère, c'est d'aimer, pas de disparaître, » a dit Simone doucement. Ces mots ont résonné en moi longtemps après leur départ. Octobre est arrivé avec ses couleurs d'automne. J'ai repris mes anciennes habitudes, mes promenades au parc Monceau, mes visites au musée Jacques Marandré le jeudi après-midi, mes lectures au café de la place Victor Hugo. Un mardi matin, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Allô? Mamie? C'est Valentin. » Mon cœur s'est accéléré. « Valentin, comment vas-tu? »« Bien. Enfin, ça va. Le nouvel appartement est petit. Maman est toujours en colère. Papa travaille tout le temps. Et toi, la fac? C'est bien. J'étudie l'histoire à la Sorbonne. Comme tu voulais. Je suis fière de toi. » Un silence. Puis, « Mamie, est-ce que je peux venir te voir? Samedi? » Les larmes me sont montées aux yeux. « Bien sûr. Quand tu veux. C'est ta maison aussi. » Le samedi, Valentin est arrivé vers 14h. Il avait l'air plus grand, plus mûr, mais ses yeux étaient les mêmes, ceux de l'enfant que j'avais connu. Nous nous sommes assis dans le jardin. J'avais préparé son goûter préféré, du pain perdu avec de la cannelle. « Maman ne sait pas que je suis ici, » a-t-il dit en mangeant. « Tu n'as pas à te justifier, tu as 18 ans, tu es libre. » Elle m'a dit que si je venais te voir, je la trahissais. « Et qu'en penses-tu » Il a regardé le cerisier. « Je pense qu'elle a tort. Tu es ma grand-mère, j'ai le droit de te voir. » Nous avons parlé pendant des heures, de ses études, de ses projets, de ses doutes. Il m'a raconté la fac, ses nouveaux amis, ses cours d'histoire médiévale. « Mamie, je voulais te dire, ce jour-là, à la remise de diplôme, j'ai eu honte, tellement honte. Je sais, tu me l'as déjà dit, mais je n'ai rien fait. Je suis restée là, comme papa. Tu avais 18 ans, tu ne pouvais pas. J'aurais dû. Je lui ai pris la main. Valentin, tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. » Novembre est venu. Valentin venait me voir chaque samedi. Nous avions retrouvé notre complicité. Il me racontait sa vie. Je l'écoutais. Nous déjeunions ensemble. Nous nous promenions. Emma ne savait toujours pas, ou elle faisait semblant de ne pas savoir. Mathis, lui, avait appelé une fois. Une conversation brève, gênée. « Maman, comment vas-tu ? » « Bien, et toi ? » « Ça va. »
Le travail, l'appartement, c'est différent. Je comprends. Valentin te voit. Oui. Emma n'est pas contente. Ce n'est pas Emma qui décide. Un silence. Non. Tu as raison. Bon, je te laisse. Au revoir, Mathis. Cette conversation m'avait laissé avec un sentiment étrange. Mathis semblait perdu, comme s'il réalisait enfin quelque chose. Mais il était trop tard. Un samedi de fin novembre, Valentin est arrivé avec un air préoccupé. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Maman a trouvé un texto que tu m'avais envoyé. Elle sait que je viens ici. » Et elle a fait une crise. Elle a dit que je devais choisir, elle ou toi. Mon cœur s'est serré. Qu'as-tu répondu ? Il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai dit que je ne choisissais pas, que tu étais ma grand-mère, que j'avais le droit de te voir, que si elle ne l'acceptait pas, tant pis. Je l'ai serré dans mes bras. Mon petit-fils, mon Valentin. Il avait grandi. Je suis tellement fière de toi, ai-je murmuré. Décembre est arrivé. Les premiers froids, les illuminations de Noël dans les rues, les vitrines décorées. J'ai décoré la maison pour la première fois depuis des années. Un petit sapin dans le salon, des bougies, des guirlandes lumineuses. Valentin est venu m'aider. C'est beau, mamie. C'est la première fois que je décore comme je veux. Avant, Emma choisissait tout. Elle aimait le moderne, le minimaliste. Moi, j'aime les traditions, les souvenirs. Nous avons accroché des boules anciennes, celles de ma mère, celles de ma grand-mère. Chaque décoration racontait une histoire. « Tu viens pour Noël ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas. Maman veut qu'on soit ensemble, tous les trois. Je comprends. Mais j'aimerais être ici, avec toi. Tu es le bienvenu. Toujours. » Le 24 décembre au soir, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. C'était Valentin, avec une valise. « Je reste avec toi, mamie. » Maman n'était pas d'accord, alors je suis partie. Je l'ai fait entrer. Nous avons passé Noël ensemble. Juste nous deux. Nous avons cuisiné. Nous avons ri. Nous avons regardé de vieux films. Et pour la première fois depuis des années, j'ai passé un vrai Noël. Heureux. Simple. Vrai. Janvier 2025 est arrivé avec la neige. Paris était blanc, silencieux, comme enveloppé dans du coton. Valentin était resté avec moi pendant les vacances universitaires. Il dormait dans son ancienne chambre, que j'avais redécorée simplement. Un lit, un bureau, des étagères remplies de livres. C'est mieux qu'avant, avait-il dit. Plus calme, plus moi. Emma avait appelé plusieurs fois. Valentin ne répondait pas toujours. Quand il le faisait, les conversations étaient brèves, tendues. « Maman, je vais bien. Tu rentres quand ? Je ne sais pas. Ton père veut te parler. Dis-lui qu'il peut m'appeler lui-même. » Mais Mathis n'appelait jamais. Un matin de mi-janvier, Valentin est descendu avec une enveloppe à la main. « Mamie, j'ai reçu ça hier. C'était une lettre d'Emma. Longue, écrite à la main. Valentin, tu me manques. La maison est vide, sans toi. Ton père travaille encore plus qu'avant. Nous avons des difficultés financières. Le loyer est trop cher. J'ai dû arrêter mon travail à mi-temps pour faire des économies sur la garde. Je me suis arrêté de lire. Quelle garde, Valentin ? Tu as 18 ans. Elle invente. Elle veut me culpabiliser. Ça marche ? Il a secoué la tête. Non, plus maintenant. J'ai compris. Elle a passé des années à me monter contre toi, à me dire que tu étais distante, froide, que tu ne nous aimais pas vraiment. Et tu l'as cru. Oui, j'étais enfant, puis adolescent. Je croyais ma mère. Et maintenant ? Maintenant, je vois qui tu es vraiment. Et je vois qui elle est. Fin janvier, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Pierre, mon ex-mari. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus de 5 ans. Ophélie, j'ai appris pour Mathis et Emma. Comment ? Mathis m'a appelé. Il m'a raconté. Il voulait, je ne sais pas, des conseils, du soutien, et je lui ai dit qu'il avait fait son lit, qu'il devait s'y coucher. J'ai souri malgré moi. Tu as toujours été directe. Ophélie, je veux que tu saches, j'aurais dû te soutenir davantage quand nous étions mariés. Tu as élevé Mathis presque seul. Tu as tout fait, et regarde comment il te traite. C'est du passé, Pierre. Peut-être, mais je voulais te le dire quand même. Tu mérites mieux. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise, le téléphone à la main. Même Pierre, qui m'avait quittée en 1995 pour une autre femme, reconnaissait ce que Mathis refusait de voir. Février a apporté le dégel. Et avec lui, une nouvelle tempête. Emma s'est présentée à ma porte un jeudi après-midi. Sans prévenir. Je l'ai vue par la fenêtre avant d'ouvrir. Elle avait maigri. Elle avait l'air fatiguée. J'ai hésité.
Puis j'ai ouvert. Emma, Ophélie, il faut qu'on parle. Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assises dans le salon. Le fauteuil de ma grand-mère entre nous, comme une frontière. Valentin refuse de rentrer, a-t-elle commencé. Sa voix tremblait. C'est mon fils. J'ai le droit de le voir. Il a 18 ans. Il fait ce qu'il veut. Vous l'avez monté contre moi. Non, tu as fait ça toute seule. Emma a serré les poings. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Ce que j'ai dit à la remise de diplôme, c'était horrible. J'étais stressée. Valentin avait été désagréable ce matin-là. J'étais à bout. Tu as dit ce que tu pensais vraiment. Non. Enfin, peut-être. Je ne sais plus. Elle a baissé la tête. Des larmes coulaient sur ses joues. Nous sommes ruinés, Ophélie. Le loyer nous étouffe. Les charges, les courses. Tout est trop cher. Mathis fait des heures supplémentaires. Moi, je cherche du travail, mais... Et j'ai besoin d'aide. Je l'ai regardée. Cette femme qui m'avait humiliée. Qui m'avait traitée comme une étrangère pendant 20 ans. Qui avait attendu ma mort pour récupérer ma maison. Elle était là, devant moi, à demander de l'aide. Quelle aide, Emma? De l'argent, un prêt. Juste pour quelques mois. Le temps qu'on se stabilise. J'ai souri. Un sourire triste. Non, s'il vous plaît. Pour Valentin. Valentin est ici, avec moi. Il ne manque de rien. Mais Mathis est adulte. Il a fait ses choix. Emma s'est levée brusquement. Vous êtes cruel. Vous vous vengez. Je ne me venge pas. Je protège ma paix. Votre paix. Et notre famille. Quelle famille, Emma? Celle où tu me disais que je n'en faisais pas partie? Elle est partie en claquant la porte. Le soir, j'ai raconté la visite à Valentin. Elle est venue te demander de l'argent? Oui. Et tu as refusé? Oui. Il a hoché la tête lentement. Tu as bien fait. Elle n'a jamais su gérer. Elle dépensait sans compter quand vous viviez ici gratuitement. Maintenant, elle découvre la réalité. Tu n'es pas triste pour eux? Si, pour papa, pas pour elle. Elle récolte ce qu'elle a semé. Ces mots, dans la bouche de mon petit-fils, m'ont à la fois soulagé et attristé. Mars est arrivé. Les premières fleurs dans le jardin. Le cerisier bourgeonnait. La vie reprenait. Valentin a décidé de rester vivre avec moi. Officiellement, il a changé son adresse. Il payait une petite participation pour les courses, même si je lui disais que ce n'était pas nécessaire. Si, mamie, je suis adulte, je contribue. Nous avions trouvé un équilibre. Il étudiait, je lisais. Nous dînions ensemble, nous parlions, nous riions. Un soir, il m'a dit « Tu sais, mamie, je comprends maintenant. » Quoi donc? Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Tu ne nous as pas chassés. Tu as récupéré ta dignité. J'ai senti les larmes monter. Merci, mon chéri. Merci de comprendre. Avril 2025 a été un mois de transformation. J'ai commencé à redécorer vraiment la maison. Pas pour effacer Emma et Mathis, mais pour retrouver qui j'étais avant qu'ils n'arrivent. J'ai repeint le salon dans ce beige doux que j'aimais en 1995. J'ai ressorti les tableaux de ma mère du grenier. J'ai acheté de nouvelles plantes pour le jardin. Des roses anciennes, des pivoines, des lavandes. Valentin m'aidait. Nous passions les week-ends à peindre, à planter, à réorganiser. « C'est vraiment ta maison maintenant », disait-il en souriant. C'était toujours ma maison. Mais maintenant, elle me ressemble à nouveau. Un samedi matin, Mathis a appelé. C'était la première fois depuis février. « Maman, je peux venir te voir? Quand? Maintenant? Si tu es libre ?» J'ai hésité. Puis j'ai accepté. Il est arrivé 1 heure plus tard. Il avait vieilli, des cernes sous les yeux, des cheveux gris aux tempes. Il n'avait que 43 ans, mais il en paraissait 10 de plus. Nous nous sommes assis dans le jardin. Le cerisier était en fleurs. Les pétales blancs tombaient comme de la neige. « Emma ne sait pas que je suis ici », a-t-il dit. « Je vois. Elle serait furieuse. Pourquoi es-tu venu, Mathis ?» Il a regardé ses mains. « Pour m'excuser. Vraiment. Pas comme dans la lettre. Pas avec des mots vagues. J'ai attendu. J'ai été lâche. Pendant 20 ans. J'ai laissé Emma te manquer de respect. J'ai laissé la situation se dégrader. Je savais que cette maison t'appartenait. J'aurais dû le lui dire clairement dès le début. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que j'avais peur qu'elle refuse de vivre ici. Et vivre ici, c'était tellement confortable, gratuit, facile. Tu as choisi le confort. Oui. Et maintenant, je paie. Emma m'en veut. Elle dit que c'est ma faute, que j'aurais dû hériter de cette maison, que tu es égoïste. Et toi?
Qu'en penses-tu ? Il a levé les yeux vers moi. Je pense que tu avais tous les droits. C'était ta maison. C'est toujours ta maison. Et ce qu'Emma a dit ce jour-là, tu ne méritais pas ça. Les larmes me sont montées aux yeux. Merci, Mathis. Est-ce qu'on peut recommencer ? Pas comme avant, mais autrement ? Je ne sais pas. Il faut du temps. Je comprends. Il est resté encore 1 heure. Nous avons parlé. De tout. De rien. De lui. De ses difficultés. De son travail qui l'épuisait. D'Emma qui devenait de plus en plus amère. Quand il est parti, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Mai est arrivé avec ses journées longues et lumineuses. Valentin a fêté ses 19 ans. J'ai organisé un petit dîner. J'ai invité Marcel et Simone. Pierre est venu aussi, pour la première fois depuis des années. « Joyeux anniversaire, mon garçon !» a dit Pierre en serrant Valentin dans ses bras. « Merci, grand-père. Nous avons mangé dans le jardin. Nous avons ri. Nous avons chanté. C'était simple, joyeux, vrai. C'est le meilleur anniversaire de ma vie, a dit Valentin ce soir-là. Pourquoi ? Parce que je suis avec les gens qui m'aiment vraiment. Sans tension, sans faux semblant. Juin 2025. 1 an exactement après la remise de diplôme qui avait tout changé. J'étais dans le jardin, en train d'arroser les roses, quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert. C'était Emma. Elle avait encore maigri. Ses cheveux étaient mal coiffés. Elle portait un jean délavé et un t-shirt froissé. Ce n'était plus la femme élégante que j'avais connue. Emma. Ophélie. Je peux entrer ? Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assises dans le salon. Le même salon où elle m'avait ignorée pendant des années. « Je sais que tu ne veux plus m'aider », a-t-elle commencé. « Je ne viens pas pour ça. Alors pourquoi ? Pour te dire que tu avais raison. » J'ai cligné des yeux. Sur tout, sur nous, sur moi. J'ai passé 20 ans à croire que cette maison était à moi, à me comporter comme si c'était le cas. Mathis m'avait laissé croire ça. Et quand j'ai découvert la vérité, tu étais furieuse. Oui, mais pas seulement contre toi, contre lui aussi. Il m'avait menti. Pendant 20 ans, il ne t'avait pas menti. Il avait juste omis. C'est pareil, elle avait raison. Emma, pourquoi es-tu vraiment là ? Pour m'excuser ? Pour ce que j'ai dit ? Ce jour-là, à la remise de diplôme ? C'était cruel, injuste. Tu ne méritais pas ça. Je l'ai regardé. Son visage était sincère, ses yeux rouges. Tu m'as fait très mal ce jour-là. Je sais. Et je le regrette. Vraiment. Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ? Parce que j'ai perdu Valentin. Parce que Mathis me regarde différemment. Parce que j'ai découvert ce que c'était de vivre sans filet, de payer un loyer, de compter chaque euro. Tu as découvert la réalité. Oui. Et j'ai compris que pendant 20 ans, tu nous as offert quelque chose de précieux. Et je ne t'ai jamais remercié. Jamais respecté. Les larmes coulaient sur ses joues. Je ne te demande pas de me pardonner, juste de savoir que je regrette. Après son départ, je suis restée longtemps dans le salon. La photo de notre mariage était toujours sur la commode. Septembre 2005. Nos sourires. Cette photo ne mentait plus. Elle racontait simplement un moment, un instant figé dans le temps, avant que la vie ne devienne compliquée. J'ai pris la photo. Je l'ai regardée une dernière fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Il était temps de vivre au présent. Juillet 2025. 1 an exactement depuis ce matin où j'avais repris ma dignité. J'étais dans le jardin, assise sur le banc sous le cerisier. Valentin étudiait à l'intérieur. La chaleur de l'été entrait par les fenêtres ouvertes. Les oiseaux chantaient. Mon téléphone a sonné. Un numéro que je connaissais maintenant. Mathis. Maman. Est-ce que je peux passer te voir ? Avec Emma ? J'ai hésité. Depuis la visite d'Emma en juin, je ne les avais pas revus. D'accord. Cet après-midi ? Oui, merci. Ils sont arrivés vers 15 heures. Emma portait une robe simple. Mathis avait l'air moins fatigué qu'en avril. Ils se tenaient en la main. Nous nous sommes assis dans le salon. Valentin était sorti, discrètement. « Maman !» a commencé Mathis. « Nous voulions te dire quelque chose. » « Je vous écoute. » Emma a pris la parole. Sa voix était calme, posée. « Nous avons vendu la Mercedes. » Je l'ai regardée, surprise. « La Mercedes que j'ai récupérée ? » Non. Celle que Mathis a achetée en mars. Une occasion. Nous l'avons vendue. Nous avons quitté l'appartement du 17e. Trop cher. Où habitez-vous maintenant ? Dans le 19e. Un 3 pièces, 70 mètres carrés, 1800 € par mois. Mathis a continué. J'ai changé de travail. Moins de stress, moins d'heures,
Un peu moins de salaire aussi, mais plus de temps. Et moi, a ajouté Emma, j'ai trouvé un poste à mi-temps dans une bibliothèque municipale. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aide. Et surtout, a dit Mathis, nous avons commencé une thérapie de couple. Je les ai regardés tous les deux, quelque chose avait changé. Ils avaient l'air plus vrais, plus humbles. Nous voulions te remercier, a dit Emma doucement. Me remercier? Oui. En nous mettant dehors, tu nous as obligés à grandir, à affronter la réalité. Pendant 20 ans, nous avons vécu dans une bulle, sans loyer, sans vraie responsabilité. Nous pensions que c'était normal, a ajouté Mathis. Nous ne mesurions pas la chance que nous avions. Emma a baissé les yeux. J'ai été horrible avec toi, pendant des années. Et ce jour-là, à la remise de diplôme, c'était impardonnable. Tu t'es déjà excusée? Oui, mais aujourd'hui, je comprends vraiment. La vie nous a rattrapés. Le loyer, les factures, le stress. J'ai découvert ce que c'était de vraiment se battre. Elle a levé les yeux vers moi. Des larmes brillaient. Et j'ai découvert aussi que toi, tu avais fait tout ça, toute seule, après ton divorce, en élevant Mathis, en achetant cette maison, en construisant ta vie. Et moi, je te regardais de haut. Sa voix s'est brisée. La vie m'a remise à ma place. Nous avons parlé longtemps. Ils m'ont raconté leurs difficultés, mais aussi leurs découvertes. Emma avait renoué avec d'anciennes amies. Mathis passait plus de temps à la maison. Ils se parlaient vraiment, pour la première fois depuis des années. Le malheur nous a rapprochés, a dit Mathis. C'est étrange, non? Non, ai-je répondu. Parfois, il faut perdre pour comprendre ce qu'on avait. Emma m'a regardée. Est-ce qu'on peut revenir? Pas habiter ici? Juste faire partie de ta vie? J'ai réfléchi, longuement. Je ne sais pas si je peux oublier. Nous ne te demandons pas d'oublier. Juste de nous donner une chance. Une chance de quoi? De te montrer que nous avons changé, que nous te respectons, que nous t'aimons. J'ai senti les larmes monter. Il faudra du temps. Nous avons tout le temps, a dit Mathis. Août 2025. Emma et Mathis sont venus dîner. Valentin était là. Nous avons mangé dans le jardin. L'ambiance était différente, plus légère, plus simple. Emma a aidé à débarrasser sans qu'on le lui demande. Mathis a raconté des histoires qui nous ont fait rire. Valentin les regardait avec quelque chose de nouveau dans les yeux. De l'espoir, peut-être. En partant, Emma m'a embrassé sur les joues. Merci de nous avoir reçus. De rien. Non. Vraiment. Merci. Septembre 2025. Valentin commençait sa 2e année à la Sorbonne. Il vivait toujours avec moi. Il voyait ses parents une fois par semaine maintenant. Comment tu les trouves? Lui ai-je demandé un soir. Différent? Maman est plus calme, papa est plus présent. Ils se parlent. Tu es content? Oui, mais je ne retournerai pas vivre avec eux. Ma place est ici, avec toi. Ces mots ont réchauffé mon cœur. Un matin d'octobre, j'ai reçu un appel étrange. Un numéro de l'hôpital Lariboisière. Madame Collin? Oui, nous vous appelons au sujet de Madame Emma Collin. Elle vous a désigné comme contact d'urgence. Mon sang s'est glacé. Que s'est-il passé? Un accident de vélo. Rien de grave. Une jambe cassée. Mais elle est seule. Son mari est en déplacement professionnel. Pouvez-vous venir? J'arrive. Emma était dans une chambre au 3e étage. Elle avait la jambe dans le plâtre. Elle pleurait. Ophélie, je suis désolée. Je ne savais pas qui appeler. Mathis est à Lyon jusqu'à demain. Valentin à Court. Et mes amis. C'est bon, je suis là. Je me suis assise à côté d'elle. Je lui ai tenu la main. J'ai eu si peur, a-t-elle murmuré. Un taxi ne m'a pas vue. J'ai freiné. Je suis tombée. Tu vas guérir. Je sais. Mais dans l'ambulance, j'ai pensé, si quelque chose m'était arrivé de grave, qui aurait été là? Qui aurait vraiment été là? Elle m'a regardée. Et c'est ton nom qui m'est venu. Toi, celle que j'ai traitée le plus mal. Emma. Non, laisse-moi dire. Tu es quelqu'un de bien. Tu as toujours été quelqu'un de bien. Et moi, j'ai mis 20 ans à le voir. Je suis restée avec elle jusqu'au soir. Mathis est arrivé en train, directement de Lyon. Quand il m'a vue, il m'a serrée dans ses bras. Merci maman. Merci d'être venue. C'est normal. Non. Après tout ce qu'elle t'a fait, tu aurais pu refuser. Je n'ai jamais été cruelle, Mathis. Juste digne. Il a hoché la tête. Ses yeux brillaient. Je sais, et c'est pour ça que je t'admire.
En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai regardé le jardin. Le cerisier avait perdu ses feuilles. L'automne arrivait. Mais au printemps, il refleurirait. Comme moi. Comme nous tous. La vie avait rendu ce qu'elle devait rendre. Emma avait découvert la vulnérabilité, l'humilité, la gratitude. Mathis avait découvert le respect, la reconnaissance. Et moi, j'avais découvert que la dignité ne se négociait jamais, mais que le pardon, lui, pouvait se construire. Lentement, prudemment, un jour à la fois. Décembre 2025. 1 an et demi depuis ce jour de juin 2024 où tout avait basculé. J'étais assise dans le salon, une tasse de thé à la main, regardant les flocons tomber doucement sur Paris. Le sapin de Noël brillait dans le coin de la pièce. Valentin avait accroché les vieilles décorations de ma grand-mère avec soin. Emma avait retrouvé l'usage de sa jambe. Elle boitait encore légèrement, mais les médecins disaient que ça passerait. Elle et Mathis venaient dîner 1 fois par mois maintenant. Pas plus, nous respections les distances. Nous reconstruisions. Lentement. La sonnette a retenti. C'était Marcel et Simone avec un gâteau aux pommes. Joyeux Noël, Ophélie. Entrez, mes amis. Nous nous sommes installés près du feu. Valentin est descendu. Il étudiait dans sa chambre. Alors, a dit Simone en me regardant avec tendresse, comment te sens-tu? J'ai réfléchi. Comment me sentais-je vraiment? En paix, ai-je répondu. Pour la première fois depuis très longtemps. Le 24 décembre, Mathis et Emma sont venus. Emma m'a apporté des fleurs. Mathis a apporté du vin. Ce n'est pas grand-chose, a dit Emma. Mais nous voulions... C'est parfait, merci. Nous avons dîné simplement. Valentin racontait ses examens. Mathis parlait de son nouveau travail. Emma était silencieuse, mais elle souriait. Un vrai sourire. À la fin du repas, elle s'est levée. « Ophélie, j'ai quelque chose pour toi. » Elle m'a tendu une enveloppe. J'ai ouvert. C'était une photo. Celle de notre mariage en 2005, celle que j'avais rangée dans le tiroir. Comment? Mathis me l'a donnée. Je l'ai fait encadrer à nouveau. Mais différemment. J'ai regardé. Le cadre était simple, en bois clair. Et en bas, Emma avait fait graver quelque chose. Septembre 2005. Là où tout a commencé. Avec gratitude. Emma. Les larmes me sont montées aux yeux. Tu n'étais pas obligée. Si, c'était important. Cette photo, elle représente un moment où tu nous as ouvert ta porte, où tu nous as fait confiance. Je veux m'en souvenir. Après leur départ, Valentin et moi sommes restés dans le salon. Il a regardé la photo sur la commode. Elle a changé, tu sais. Je sais. Tu lui as pardonné? Je ne sais pas si c'est du pardon. C'est de l'acceptation. Elle a fait des erreurs. Elle les reconnaît. Elle essaie de réparer. C'est tout ce qu'on peut demander. Et toi, tu regrettes d'avoir tout fait basculer? J'ai regardé mon petit-fils, cet homme de 19 ans qui était devenu mon compagnon, mon ami. Non, jamais. Ce jour-là, à la remise de diplôme, j'ai compris quelque chose de fondamental. Quoi? Qu'on ne peut pas vivre dans l'ombre, qu'on ne peut pas s'effacer pour faire plaisir aux autres, qu'il faut parfois tout perdre pour se retrouver. Le lendemain, jour de Noël, nous avons reçu une lettre de Maître Dubois. Chère Ophélie, je vous écris pour vous informer qu'un changement a été apporté au cadastre. Votre maison a été officiellement réévaluée et sa valeur patrimoniale reconnue. Je vous joins les nouveaux documents. Cordialement, Jean-Luc Dubois. J'ai souri. Ma maison, celle que j'avais achetée en 1995, celle que j'avais défendue en 2024, celle qui resterait mienne jusqu'au bout. Et quand ce jour viendrait, elle irait à ceux qui en avaient vraiment besoin. Emma le savait maintenant. Mathis aussi. Il l'avait accepté. Janvier 2026 touchait à sa fin. J'avais 61 ans. Valentin vivait avec moi. Emma et Mathis reconstruisaient leur vie. Marcel et Simone étaient mes amis fidèles. Un après-midi, assise sous le cerisier malgré le froid, j'ai repensé à tout. À ces 20 ans d'effacement. À ce jour de juin 2024, où Emma avait crié ces mots terribles. À l'appel de Maître Dubois le lendemain. À leur départ, à leurs difficultés, à leur retour, différents, humbles. La vie avait fait son travail. Elle avait rendu ce qu'elle devait rendre. Emma avait perdu son confort. Elle avait découvert la précarité, l'angoisse, la vulnérabilité. Elle avait compris ce que c'était de se battre pour survivre. Mathis avait perdu sa facilité. Il avait découvert le poids des responsabilités, le prix du silence, le coût de la lâcheté. Et moi, j'avais retrouvé ma dignité, ma maison, ma paix,
Mais surtout, j'avais retrouvé Valentin. Et j'avais appris quelque chose que ma grand-mère m'avait enseigné il y a si longtemps. Une femme digne ne mendie jamais le respect. Elle le commande. Et quand on refuse de le lui donner, elle part. Ou elle reprend ce qui est à elle, simplement, dignement. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à poser des limites, à choisir sa dignité plutôt que la paix à tout prix, alors tout cela aura eu un sens. Parfois, dire non est le plus grand acte d'amour qu'on puisse se donner. Parfois, récupérer ce qui est à nous est la seule façon de survivre. Et parfois, laisser les autres affronter les conséquences de leurs actes est la plus belle leçon qu'on puisse leur offrir. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.